Et bonsoir, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous hebdomadaire de Tour d'Europe. Comme d'habitude, un menu alléchant. On vous attend sur Kavi TV, disponible sur Canal Sat numéro 249, sur Star Times TNT Canal 113, sur satellite Canal 779, mais aussi sur la 89.5 Kavi FM et sur l'ensemble de notre réseau synchronisé, groupe Kavi Média, Kavi TV, Gangan RTV et siaminfo.com. Le sommaire, incessamment annoncé sur le départ à Zurich à l'entame de ce mercato estival. Cheikh Oumar Koné est toujours dans les rangs de sa formation en Suisse. La page du joueur guinéen qui répond Travainotol Goal révèle que le milieu international guinéen est suivi par Venezia FC en Italie et selon beaucoup de sources, le joueur vient de passer avec succès sa visite médicale. On va en parler dans cette émission autour d'Europe. Et puis en Espagne, Ilex Moriba Kouma, passeur décisif en Coupe du Roi et brille dans un match compliqué en occasion. On va aussi s'intéresser de ce joueur qui explose en championnat espagnol. Toujours en Espagne à 10 contre 11 après l'exclusion de Vinicius. Le Real Madrid a arraché une victoire énorme sur le terrain de Valence, 2-1 vendredi soir pour prendre la tête de la Liga dans l'impasse. Quant au Dani Olmo, le FC Barcelone va sans doute devoir céder l'orgue, bien sûr, de Paris Saint-Germain veut s'offrir. À un peu plus de 2 semaines de son choc face au Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, Manchester City a signé son deuxième succès de rang en s'imposant contre West Ham 4-1 grâce au duo Haaland-Savinho. Toujours en Premier League, leader de ce championnat, Liverpool avait l'occasion de prendre le large en tête, mais n'est pas passé loin de perdre à Anfield face à Manchester United de 2 dimanche. Et puis pour finir, gagner des millions avec notre sponsor YellowBet en tapant le lien du www.yellowbet.com.gn. Après, cliquez sur s'inscrire, puis introduisez votre numéro de téléphone. Ensuite, créez votre mot de passe, puis cochez sur le code promotionnel, introduisez le code promo du jour Sigiri, et puis cochez les conditions générales. Cliquez ensuite sur inscrivez-vous. Maintenant, introduisez le code de confirmation que vous recevrez en message dans la partie code, puis cliquez sur terminer pour valider votre inscription et vous recevrez directement vos bonus de 50 000 francs guinéens dans votre compte. Tour d'Europe, c'est maintenant, juste après cette transition. De retour sur le plateau des étoiles, bien sûr, pour parler football européen, mais aussi des Guinéens d'ailleurs. Et pour en parler, je suis avec Amadou Maroche Diallo. Bonsoir et de vous retrouver aujourd'hui dans cette émission Tour d'Europe. Bonsoir Hassan et bonsoir nos fidèles téléspectateurs. Voilà, franchement, c'est un plaisir pour moi. Je suis très enchanté quand on parle de football. Et surtout quand on parle des Guinéens d'ailleurs qui explosent en Europe, pourquoi pas dans d'autres pays dans le monde. Ouais, malgré on ne va pas participer pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, mais si les Guinéens arrivent à faire des prouesses, franchement, ça nous comble de joie et surtout quand on en parle, c'est franchement important. Et surtout qu'une qualification pour la Coupe du Monde en 2026 vient rapidement au mois de mars. Ouais, au mois de mars, ça va nous permettre, si ils arrivent à achever le stade du 28 septembre, ça va être quand même une information cruciale pour le football guinéen, surtout quand on joue à domicile. Même si voilà, on a raté la CAN, j'en suis sûr, l'entraîneur avec les joueurs, ils vont essayer de tirer les leçons. Ah, ça sera une offre de soulagement, voilà, de jouer le match en Guinée. Ouais, c'est le deuxième homme compte beaucoup dans ces genres de matchs. Non, j'en suis sûr, d'ici mars, le stade va être quand même opérationnel. Ça, j'en suis sûr. Quel qu'en soit les défaillances. On le verra, Amadou. Et de l'autre côté, on a Mama Diabalé, le farouche opposant de Amadou Mazor Diallo. Heureux de vous retrouver dans cette émission. Non, pas forcément, je suis surpris de son optimisme par rapport à ce stade. Depuis des mois, on nous promet, il faut croiser les doigts parce qu'on en a vraiment besoin. Bonsoir, très heureux de se retrouver ici pour encore une fois parler football avec une actualité très riche aujourd'hui encore au niveau européen et au niveau continental. Et surtout au niveau européen, on va parler bien sûr du Barça, on va parler aussi du Real Madrid et peut-être le possible retour du moins de Manchester City à l'élite. On peut le dire comme ça. Non, City, disons, c'était peut-être un moment d'égarement. Au vu des 2 dernières prestations, on peut parler d'une certaine lueur d'espoir.
Mais bon, pour le titre, pour le moment, on peut dire que c'est cuit, mais ils peuvent toujours espérer le top 5. Même si Liverpool a laissé des points derrière, en tout cas, on peut dire que ce championnat, il peut promettre surtout la fin de saison. On va commencer cette émission justement par les Guinéens d'ailleurs. Venise, un club de la Serie A, a ciblé Cheikh Oumar Condé pour compenser le départ de Mathias Delorge. Selon toujours le média italien Filippo Antonetti, directeur sportif, est en discussion avec Cheikh Oumar Condé sous contrat avec Zurich jusqu'en 2027. En tout cas, c'est un bon choix pour ce joueur qui explose, qui a d'ailleurs montré un niveau magnifique avec le CNI national de Guinée. Eh bien oui, hein, c'est extrêmement important pour lui car il arrive à changer de club, il va partir concurrencer d'autres personnes, il va partir pour d'autres échéances, on peut le dire ainsi, parce qu'il faut retenir quelque chose, ce garçon il a fait 79 matchs avec FC Zurich, il a marqué que 2 buts, ouais, on peut comprendre, il est déjà milieu défenseur, c'est lui qui remplaçait Madi Camara en équipe nationale. Ouais, pour sa première sélection, je me rappelle, c'était le 25 mars 2022, il a joué un match amical contre l'Afrique du Sud. Voilà, il est tout le temps remplaçant en équipe nationale. Il était là en deuxième période. On a fait 0 but partout contre l'Afrique du Sud. Et tout dernièrement, depuis l'arrivée de Michel Dussier, il a des convocations en équipe nationale, mais il a des concurrents sérieux, des joueurs comme Madi, qui était de retour en sélection, qui avait envie de confirmer. Mais dans son club, quand même, il n'y a pas match. Hein. Il est très constant. Ça fait partie de ses atouts, le fait que l'entraîneur lui a fait appeler en équipe nationale. Maintenant, le gros défi de ce garçon, c'est en équipe nationale, parce qu'on voit que Madi, l'âge avance et tout ça, des pépins physique, manque de constance, et c'est le bon moment qu'il arrive à mettre tout le monde d'accord en équipe nationale. Et je sais que c'est un très bon profil, mais changer aussi de club, c'est extrêmement important parce que là, il va partir trouver d'autres joueurs. C'est la concurrence. Moi, j'ai envie de voir ce garçon en Italie, parce qu'il a le profil d'un joueur qui va s'en sortir en Italie, box to box, trop physique. Mais pour le moment, moi, en équipe nationale, bon, m'a pas séduit d'abord. Pour vous, en Zurich, est-ce que c'est une bonne chose pour ce joueur? Parce qu'après Venise, je disais, Zurich est plus connu que Venise. C'est pas un club qui est super connu en Serie A tout de même. Oui, pas du tout. Zurich est un club historique. Donc, quitter là-bas pour venir à Venise, qui est un club promu du championnat, même si le championnat italien a un meilleur niveau que le championnat suisse, ça peut être un bon en avant, mais c'est toujours compliqué de changer de club à milieu de saison. Et dans le championnat suisse, ils sont à milieu de tableau. Venir dans une équipe comme Venise qui joue, en tout cas qui est avant-dernier du classement, ça serait très compliqué pour lui. Mais bon, ça dépend peut-être de sa projection en termes de carrière, de ce qu'il voit. Mais je trouve changer de club à milieu de saison ne serait pas une bonne chose pour un si jeune joueur qui veut s'affirmer. C'est toujours mieux d'attendre le vrai mercato, donc en fin de saison, pour changer de club. Comme ça, vous avez 1, 2, 3 mois de préparation afin de vous familiariser avec vos nouveaux coéquipiers et puis essayer de performer. Maintenant, on ne doute pas de ses qualités. S'il veut changer de club maintenant, c'est parce qu'il sait qu'il a les capacités d'aller s'imposer dans un tel club et puis faire des merveilles. Si tel est le cas et qu'il est déterminé à faire le grand bond, bonne chance à lui. Mais encore une fois, c'est un club promis qui est 18e de la Serie A. Donc ça sera encore très difficile pour lui. Est-ce que c'est le meilleur des choix pour Condé? Bon, moi, je pense que quel qu'en soit PDX, comparativement aux deux clubs, Zurich a beaucoup de visibilité par rapport à ce club. Jean vient de le réitérer. Mais il y aura une petite différence. L'intensité, le niveau de jeu de ces championnats, il y aura une petite différence. Peut-être ça va lui permettre... Il faut aussi s'imposer. Voilà, il y aura un petit temps d'adaptation et tout ça, d'acclimatation. Sauf qu'il n'y aura pas le temps cette fois-ci. Ouais, parce qu'il est venu remplacer tout de même un joueur titulaire crucial pour cette équipe de Venise. Non, c'est purement mental. Hein. Quand tu vois ce joueur jouer en club, physiquement, il est présent, il fait beaucoup de débauche d'énergie. En club, quand même, on sent sa présence. Moi, je pense qu'il va s'adapter. Le plus important, entre guillemets, dans tout ça, c'est le niveau de championnat. On sait que le championnat italien n'a rien à voir avec le championnat suisse. Ouais, Zurich, c'est aussi important. Mais moi, je me dis, quand il est en Italie, il va se frotter avec des grands clubs. Il y a déjà des clubs comme Milan et tant d'autres. C'est des joueurs de qualité. Ça va même nous apporter beaucoup de choses en équipe nationale. Forcément, il va travailler. Moi, seulement sur le niveau de championnat qui m'a beaucoup impressionné. C'est ce qui est crucial pour lui. Maintenant, le reste... Ça dépend de lui parce qu'il a changé d'air. Ce n'est pas les mêmes intensités. C'est à lui maintenant de cravacher dur et de s'imposer. Surtout, il est dans un club qui est promu. S'il n'arrive pas à créer la différence,
il va dégringoler. La Serie A, c'est tout de même pas maintenant. Maintenant là, ce n'est pas, ça peut pas pousser un joueur à venir. Si, ça pousse naturellement. C'est toujours mieux d'affronter Inter, Milan AC, la Juventus que d'affronter tous les week-ends un club comme Lausanne. c'est pas le même niveau. Et pour progresser, on a besoin d'affronter les meilleurs. Et vous avez raison, parce que la Serie A, c'est le top 5 des championnats européens. C'est le top 4 même européen. C'est le top 4. Donc maintenant, même si son club à lui n'est pas du même niveau que ces gros calibres du championnat italien, mais ça lui permettrait de se frotter à des très grands joueurs, l'un des meilleurs au monde. Et ce n'est que par ces confrontations-là qu'il peut progresser, lui, en termes de qualité. Parce qu'il a d'énormes qualités, mais il faut se frotter au meilleur. Ça serait une bonne chose. Mais encore une fois, c'est toujours difficile de changer de club en janvier, parce qu'on n'a pas de temps de s'adapter. Maintenant, si il y a un boulevard, c'est-à-dire il vient, il n'a pas de concurrent directement, il vient directement avoir une place de titulaire, il n'y a pas de problème qu'il vienne pour essayer de s'imposer. Mais ça sera pas du tout évident qu'il le sache avant de venir. On ne l'a pas beaucoup vu avec le Sili national guinéen, on ne le connaît pas très bien, mais vous l'avez suivi, Amadou. Est-ce qu'il a le potentiel d'aller tirer une place de titulaire dans cette équipe de Venise? Ben, vous savez, c'est pas les mêmes situations, c'est pas les mêmes registres, parce qu'il est venu à un moment quand même là où le Sili était dans des conditions difficiles, changement d'entraîneur, staff technique, permutation de joueurs, il y avait tout ça, donc c'était très compliqué. Michel Doucier, lui, il est venu en équipe nationale, il ne voulait pas, il nous a signalé en amont, voilà, qu'il est malade, qu'il est fatigué. Bon, on a fait le forcing, il est venu en équipe nationale. Et le milieu de terrain, il y avait une question d'adaptation. Madi Camara, qui avec son retour, Adibou était là, blessé, donc ça n'allait pas du tout pour le moment en équipe nationale. Individuellement, ce joueur, je l'ai vu jouer en club, il apporte beaucoup de choses dans son club. L'équipe nationale, c'est un autre niveau. Actuellement, l'équipe nationale guinéenne, il y a assez de complications au niveau des vestiaires, il n'y a pas de logique, il n'y a pas de règles, on ne compare rien, on est en phase de reconstruction, je peux le dire ainsi. En tout cas, tout est chamboulé, on cherche à colmater les choses. Mais en club, c'est un très bon profil, il est très jeune. Voilà, il n'a que 24 ans, moi je me rappelle, il a fait cette formation, ce club FC Séquence de Dixine. Après ça, en 2019, il est parti en République tchèque, il a fait là-bas 2 clubs. Après, maintenant, il est parti voilà, en Suisse. Après, maintenant, il progresse. C'est l'Italie, vous imaginez, Tchèque, Suisse, Italie. Donc, il est en train de progresser dans ses clubs. Alors là, il aura plus de visibilité. On aura le temps de suivre tous ces matchs parce que le championnat suisse, voilà, on ne regarde pas souvent ce championnat. Si le club ne vient pas en Europa League ou bien en Ligue des Champions, on n'a pas le temps de voir quelles sont ses qualités. Mais quand tu joues aujourd'hui contre des clubs comme Milan, Atlanta, Bergame, on aura le temps de voir qu'est-ce qu'il est en train de faire en équipe nationale. Bon, je pense que ce sont des opportunités à saisir quand on vient en Serie A. Tu fais des saisons impeccables. Forcément, les grands clubs vont t'appeler. Donc, c'est une pente. Là où il est, c'est à lui maintenant de progresser en maturité. Moi, je me dis c'est la plaque tournante de sa carrière. Attention, parce qu'il faut avoir un mental costaud pour jouer en Serie A, même si après, il y a des contours, il y a des joueurs guinéens qui n'ont pas pu réussir dans ce championnat. Notamment celui qui le met aujourd'hui sur le banc en équipe nationale, Madi n'a pas pu tirer son épingle du jeu en Italie, non plus dans la deuxième partie. Ouais, Kevin Constant, lui, c'était énorme avec le Milan aussi. Il a fallu changer de poste, donc ça peut être très compliqué, mais encore une fois, Napoli, le Milan AC, ce n'est pas aussi... En fait, en termes d'exigence, c'est très loin de ce que peut être comme un club comme Venise, qui est un promu, qui sera là pour gratter quelques points et faire quelques gros coups à un moment donné de la saison. Écoutez, nous ne doutons pas des qualités de Condé en tant que milieu de terrain, ses qualités physiques, ses qualités techniques. Il a tout pour s'imposer dans des clubs, surtout un club comme Venise, mais il faut prendre le pour et le contre avant de choisir un club en janvier, parce qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Il peut venir trouver que quelqu'un est déjà affirmé, on n'a pas le temps d'essayer, le club veut se maintenir, il est très loin dans le classement, donc 18e du championnat, donc il faut prendre tout cela en compte, mais avec un mental d'acier, il peut s'en sortir dans n'importe quel club parce qu'on ne doute pas de ses qualités. Alors, Amadou, il a tout à fait raison. Est-ce que c'était malin de signer, il n'a pas signé encore, ce club, de choisir ce club Venise en Serie A? C'est tout de même costaud.
Il faut gagner sa place. Bon. Il signe en janvier, comme il a dit. C'est compliqué hein, pour les joueurs de signer en janvier, de venir entrer dans un club comme ça. C'est ce qu'on appelle des opportunités de rêve pour un joueur qui est ambitieux. Quand tu joues, par exemple, quand il joue actuellement en Suisse, il va se frotter avec des grands joueurs. En Italie. Voilà, mais par rapport à l'Italie, c'est autre chose, c'est notre niveau. Je le dis, quand un joueur ambitieux, il a des objectifs, quand il change de niveau, il est content. C'est comme si aujourd'hui le Real ou le Barça t'appelle, il y a d'autres mêmes joueurs. Il y a d'autres joueurs qui vont partir dans ces clubs, ils préfèrent le banc. On a vu beaucoup de joueurs qui ont perdu leur carrière avec le Barça, comme le jeune Alexandre Song, le jeune Camerounais qui était très bien parti, tant d'autres de joueurs. Voilà, c'est toujours comme ça. Moi, je pense que depuis le 8 février 2023, il n'a pas marqué un but. C'était contre FC Bâle. Il était titulaire, il a marqué le but égalisateur. Il doit travailler en matière de progression. Défensivement, je sais qu'il est bien. Mais offensivement, sur les qualités techniques, il a des lacunes. Donc, ce sont des profils. Moi, je pense qu'il s'il arrive à faire quelques retouches, forcément, il va s'imposer. Il a fait un bon choix. À partir en Italie, ce sont des challenges pour lui. C'est une opportunité de montrer ses qualités. Mais rester, comment dirais-je, en Suisse, c'est pas mal. Mais un joueur qui a envie de gagner les trophées, qui a envie de jouer la Ligue des Champions contre le Barça et le Real, avoir des trophées individuels. Parce que moi, je me dis, entre guillemets, est-ce que les exploits de Guirassy aussi n'a pas fait fantasmer d'autres joueurs en équipe nationale? Parce qu'il y a une jalousie, mais c'est positif, je pense. Non, moi, je partirais peut-être sur une envie de se surpasser. Ce serait peut-être une bonne chose pour lui de changer d'air. Mais bon, écoutez, changer de club en janvier, on a vu beaucoup de grands joueurs se casser les dents. Coutinho en fait partie avec le Barça. Ce n'est pas du tout évident parce qu'on n'a pas un temps de préparation avec ses nouveaux coéquipiers afin de pouvoir s'imposer. Mais bon, écoutez, Venise, ce n'est pas du même niveau que Naples, Milan, etc., etc. Et donc, il peut sans doute s'imposer. Mais il y a des risques à prendre, maintenant, avant de prendre une décision, j'imagine qu'il a un agent, qu'il a une équipe autour de lui. Ils analysent tout, les pour et le contre, les contours, les difficultés. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire avant de prendre une décision. Moi, son agent aujourd'hui, je lui dirais de garder Venise dans sa besace, mais pour la fin de saison, afin de pouvoir venir s'acclimater, parce que c'est un changement carrément d'acclimatation, de championnat et tout, et de venir faire une bonne préparation afin de recommencer à jouer. Maintenant, s'il prend la décision de s'engager maintenant directement, j'imagine qu'il a pris tout cela en compte et qu'il part en connaissance de cause. Non, moi je suis d'accord qu'il s'engage. Écoutez, moi je me dis, un joueur qui est ambitieux doit forcément s'attendre à des défis. Les défis, c'est où? C'est le haut niveau, c'est les grands clubs, il y a de la concurrence. Mbappé savait réellement arriver au Real de Madrid, il va rencontrer des sérieux problèmes. Il y a Vinicius, il y a des gars comme Bellingham qui montent en puissance. Et puis au niveau de ses postes de prédilection, il a vu là-bas Vinicius, mais il est venu avec la tête. Il faut oser en vouloir dire. Il est venu, mais voilà, ils l'ont imposé en tant qu'attaquant de pointe. Le début, actuellement, c'est difficile, mais vers la fin, on a vu, il est en train de s'adapter avec ce numéro 9. Il faut être mentalement fort. Moi, je me dis, voici quelques hicks des joueurs guinéens. Quand ils se rendent compte que voilà, dans le club, il y aura Messi. Bon, quand je viens là-bas, je vais être sur le banc de touche. Tu ne vas pas jouer dans les grands clubs. C'est le cas d'Ismaël Bango avec le Dynamo Zagreb. Exactement. Il a fui parce que Shevchenko devait revenir. Exactement. Il fallait rester. Le football, c'est la concurrence. Pour avoir quand même, pour se faire une place, pour avoir des trophées, il faut partir. On a vu Serhou Guirassy, avant de partir à Dortmund, il ne s'est pas posé trop de questions. L'exemple, c'est pas souvent sur Guirassy. Sauf que ce n'est pas la même qualité non plus. Quand il est parti, quand il est venu déjà en Allemagne, l'étiquette du joueur n'était pas comme ça, mais il est venu, il est resté sur le banc, il était remplaçant, il a travaillé, il s'est surpassé. Aujourd'hui, il a un niveau, quand tu dis que Guirassy vient dans un club, c'est tout à fait compliqué. C'est comme le cas de Naby Keita. Naby Keita, avant de venir à Liverpool, il y avait des sérieux concurrents, mais les peu de minutes qu'il a gratté, malgré ses pépins physiques, mais il s'est fait un nom, il a gagné des trophées majeurs. Les trophées majeurs, ce sont les grands clubs, ce sont les grands championnats, et là, c'est la concurrence. Mais quand tu restes dans des clubs qui sont inférieurs, il n'a que 24 ans, avec Zurich, il va avoir un poste de titulaire, il va venir en équipe nationale en dents de scie. Il y a Madi qui joue, tu as un même poste avec Madi en équipe nationale actuellement, c'est compliqué ici, c'est pas Madi qui est là-bas, c'est des joueurs capés par rapport à toi. Mais quand il vient en Italie, l'entraîneur Michel Doucier voit qu'il est en Italie, qu'il s'impose, qu'il crée la différence par rapport à Madi, peut-être qu'il est dans des clubs où où le niveau est assez bas, mais on va le préférer. Ok, champion de Grèce, hein. Attention. Oui, champion de Grèce, mais ça joue l'Europe aussi. Donc pour dire que la concurrence, bien sûr, il y aura la concurrence, mais exactement. Il viendra un moment où l'expérience va primer. En tout cas, c'est à Cheikh Condé de saisir cette chance, parce qu'il peut venir dans un club qui est moyen,
dans un championnat, mais quand tu arrives à créer la différence, ce sont les grands clubs qui vont te courtiser. Pour moi, il fait la comparaison avec Guirassy, mais c'est presque pas la même chose. Hein. Non, ce n'est pas le même niveau. Écoutez, pour moi, le risque n'en vaut pas la chandelle. Pour la simple et unique raison, c'est que Venise est avant-dernier du classement du championnat italien en ce moment, est très loin de son poursuivant direct. Donc ça peut être un bon transfert pour lui, mais une saison galère après. Parce que s'il vient 6 mois après, il se retrouve en série B, ça devient une autre histoire. Au lieu de jouer face à Napoli et à Milan, il va se retrouver à jouer face à Empoli tous les week-ends. Donc ce n'est pas la même chose. Pour moi, la piste Italie n'est pas du tout mal parce que c'est l'un des 4 meilleurs championnats d'Europe, mais il faut choisir le bon moment. Et le bon moment pour un club qui se bat pour se maintenir, ce n'est pas à milieu de saison. Mais encore une fois, s'il vient, il peut venir et s'imposer. Nous dirons, oui, en termes d'analyse, je me suis trompé, ça peut arriver. Ouais. Mais si c'est moi qui le conseille aujourd'hui, je lui dirais d'attendre le mois de juin. Alors, en tout cas, selon nos sources, le joueur a satisfait la visite médicale et devrait s'engager pour 3 saisons et demie avec le club italien, montant du transfert 7 millions d'euros plus bonus. Mais il faut prendre cette information par des pincettes. On peut le dire comme ça, parce que pour le moment, Amadou, ce n'est pas officiel. Ouais. Mais pour ce contrat, je pense que c'est un énorme contrat pour le joueur guinéen. 3 saisons, 7 millions d'euros. Ouais, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal pour un jeune joueur de 24 ans. Ouais. Et puis, je pense que c'est une question d'argent d'opportunité qui est là, même si en Italie, à un certain moment, c'était compliqué. Sauf que les 7 millions, c'est le transfert. Ce n'est pas son argent à lui d'abord. C'est pas mal quand il a... Ça ouvre aussi bien en CV, hein, le CV d'un joueur. Ouais, ce sont des opportunités. Si tu es acheté à 100 000 euros alors que l'autre est acheté à 7 millions d'euros, il y a peu de gens. La force, surtout que sur le marché, il n'est même pas coté à 2 millions. Exactement. Donc, maintenant, il a 7 millions, c'est des opportunités à saisir. Je pense que l'agent ne va même pas se poser à cette question. Il n'a pas un joueur peut-être qui est comme Lamine Yamal et tant d'autres. Voilà, c'est le début. Moi, je pense bien, c'est de la loterie. Il va tenter sa chance. Si le club arrive à se maintenir, voilà, il crée la différence. Si le club n'arrive pas à se maintenir, c'est à lui de travailler individuellement et que son agent arrive à chercher des issues de secours. Je pense que pour le moment, il est bien parti en Italie. À travers cette saison même, il aura le temps de s'affirmer. En tout cas, il y a toujours un facteur motivant aussi de venir en Italie. La vie est plus belle qu'en Suisse pour les Africains. Globalement, non. En termes de climat, ce n'est pas la même chose. C'est très difficile pour les Africains de l'autre côté. Mais en Italie, on retrouve beaucoup plus d'Africains. Le climat est beaucoup... Mais écoutez, pour les footballeurs, la vie n'est pas dure. Ça, c'est pour les débrouillards. J'ai un cousin à Napoli, mais c'est quand même difficile. C'est autre chose. Hein. C'est pas un footballeur. C'est quand même difficile. En tout cas, on ne peut que souhaiter bonne chance à notre milieu de terrain. Condé, on espère le voir au plus haut niveau. On va parler de notre Guinéen dans quelques secondes, juste après cette transition. On revient derrière pour parler d'Ilex Moriba Kourouma. On en a beaucoup parlé dans cette émission Tour d'Europe, mais on va continuer de parler de ce joueur parce que c'est un Guinéen, parce qu'il brille, parce qu'il explose avec son nouveau club, Ilex Moriba Kourouma, passeur décisif en Coupe du Roi et brille dans un match super compliqué en occasion, mais tout de même une passe décisive qui a permis à son club de marquer. On a beaucoup parlé de ce joueur, on se disait qu'il est en train de baisser en intensité, qu'on ne le retrouve plus, mais il est en train de retrouver le sourire avec son nouveau club. Oui, il faut dire que c'est la saison renaissance pour Ilex. Tout le monde, en tout cas, la plupart des gens avaient fini d'enterrer Ilex en termes de prouesse en club. Mais cette saison, il faut dire qu'il performe. À chaque fois qu'il est sur le terrain, il apporte quelque chose de nouveau. Il commence à avoir les mêmes aptitudes qu'il avait à ses débuts au Barça. Donc c'est une saison renaissance. Et on va espérer juste qu'il allie cette performance au niveau du milieu de terrain à plus d'efficacité. C'est ce qu'il a fait ce week-end en offrant la passe décisive. Dans la tête, oui, grandir. Mais moi, j'imagine qu'il est en train de grandir. Je ne dirais pas qu'il a grandi, mais qu'il est en train de grandir. La première des choses qu'on reprochait à Ilex, c'est la constance.
Mais il faut dire que depuis le début de la saison, depuis qu'il a commencé à jouer, il a enchaîné 10-15 matchs. Donc il est en train de grandir en termes de performance, dans la continuité. Maintenant, les à côté, on verra s'il a grandi. Mais le Ilex qu'on voit cette saison, pour moi, c'est un Ilex qui a tiré les leçons et qui a compris que ça, le travail ne peut pas être performant. Et aujourd'hui, il répond sur le terrain et il donne satisfaction à son club. Et s'il continue sur les mêmes standards, je vois le Celta lever l'option d'Assa, le racheter pour le maintenir dans le club. Il n'y a pas de raison. Aujourd'hui, il est un titulaire indiscutable. Le Celta a été vraiment un choix énorme pour le jeune joueur guinéen. Oui, il n'a pas le choix, il est obligé. Déjà, l'âge commence à avancer, il était jeune, maintenant il a 21 ans. Vous imaginez ce que ça fait? C'est quand même jeune. Voilà, il est jeune pour le moment, mais l'âge avance. Il était plus jeune d'une carrière. Ouais, il était plus jeune. Il est jeune, Amadou. Il était plus jeune. Il est dans les vingtaines, il y a des joueurs qui ont atteint les quarantaines, on peut dire. Non, il a débuté tôt. Voilà. C'est un peu son avantage. Alex Moriba avait 19 ans, 18 ans, c'est des pépites, mais maintenant, dès qu'on a les 20 ans, on commence... à quel âge? Il a explosé à quel âge? Bon, je n'en dis qu'on vient pas, mais aujourd'hui, il a 21 ans. Il doit maintenant se lancer. En équipe nationale, c'était lui le prince de l'entraîneur. Il joue en club ou pas. Quand il vient avec l'équipe nationale, il avait la conscience tranquille, il allait être titulaire. Maintenant, en équipe nationale, ce n'est pas le même cas. Son entraîneur est parti, il n'a plus de place, on peut le dire ainsi, en équipe nationale. Mais quand il vient, c'est le banc. Et la concurrence vient à devenir rude. Maintenant, c'est où il faut se concentrer. C'est un club. Il faut confirmer un club et mettre la pression à l'entraîneur pour l'équipe nationale et pour se faire une place. Mais je pense qu'aujourd'hui, il a compris qu'il est venu, il a été prêté. C'est pas sous option, il n'a pas été acheté. Et s'il arrive à échouer... Il peut bien lever l'option d'achat. Voilà, voilà. Avec tout ce qu'il est en train de réussir, Amadou, c'est tout de même ce que je dis. Exceptionnel. Aujourd'hui, il est constant dans ce club. Non, il n'a pas le choix. Moi, je vous avais dit, c'était sa dernière chance. Il est footballeur, il n'a pas d'autre métier si ce n'est pas d'être footballeur. Maintenant, c'est à Vigo, il a quitté au Barça, changement de club, il n'a pas confirmé et il vient en prêt. Celta Vigo en tant que jeune juste Amadou dire qu'il qu'il s'est réveillé, pas le choix. Non, c'est ce que je vous dis. Lui, c'est ce qui manquait à ce joueur, c'était une question de prise de conscience. Vous savez, on aime trop faire fantasmer nos joueurs. Un joueur, il ne termine pas une saison, il n'a pas eu de trophée majeur. Individuel, on dit bon, il a fait ça et ça, ça et ça. Tu vois des enfants comme Adengra qui pètent la forme avec la constance. Ilex Moriba, c'est un très bon joueur, un excellent joueur. Ce qui lui manque, c'est une question de prise de conscience. Maintenant, à l'allure là, je vois qu'il est en train de comprendre maintenant, les sauges commencent à bouger. C'est à lui de prendre ses responsabilités. Quand il a pris ses responsabilités, il a vu les peu de matchs qu'il s'est concentré, il peut créer la différence. Il a un peu la mentalité de Neymar. Si Neymar se concentre dans un match, il plie. Mais s'il n'est pas conscient, Neymar, c'est autre chose. Ilex Moriba, individuellement, c'est un leader. C'est un très bon joueur. En matière de récupération, physiquement, il est bon, très efficace. Mais voilà, il a beaucoup de qualités. Ce qui lui manquait, je pense bien, il commence à en avoir. C'est une question de prise de conscience. Et je pense qu'il est très bien parti. On lui souhaite bonne chance. C'est à lui maintenant d'être constant. C'est la constance. C'est ce qui est plus important en matière de football. Avec Celta Vigo, si on l'achète, voilà, déjà il a 10 matchs, c'est pas mal. Vous êtes d'accord avec Amadou? Oui, la constance, c'est ce qui lui manquait. On n'a pas douté de ses qualités. C'était une promesse au Barça. On ne mise pas sur un jeune qui n'a pas de qualité au Barça. Maintenant, c'est aux jeunes de confirmer ou de ne pas confirmer. Et ça a pris du temps parce qu'il y avait certains préceptes qu'il n'avait pas compris. Et je pense que son entourage n'a pas suffisamment joué en sa faveur. Et peut-être que c'est ce qu'il est en train de comprendre et qu'il se recentre sur le football. Cette saison, pour moi, c'est une saison renaissance. En termes de statistiques, ça ne suit pas passe décisive et de but. Ouais. Mais écoutez, il est performant. Un milieu de terrain, ce qu'on lui demande d'abord, surtout un milieu de terrain défensif, c'est de bien défendre, c'est de bien couvrir sa défense et ensuite se projeter. Se projeter, c'est la seconde option. Pour le moment, il fait la première part de son contrat et ensuite, on verra en termes de statistiques. C'est un joueur qui marquait beaucoup de buts au début de sa carrière. Donc, il peut toujours progresser. Il est dans la constance, il faut qu'il améliore cela par des statistiques et il n'y a pas de raison que le Celta n'élève pas l'option ou à défaut même que notre club plus grand que le Celta puisse faire appel à Ilex. Ilex, quand il pète la forme, il est la convoitise des grands clubs. Alors, est-ce que, allez-y, avant de vous poser la question, est-ce qu'il peut récupérer sa place de titulaire avec le Sili? Ben oui, bien sûr, parce que là, il y aura une pression sur l'entraîneur. Tu ne peux pas prendre un joueur qui est sur le banc de touche dans des clubs voilà, qui ne sont pas tellement comme ça. Mais la manière dont il est en train de monter en puissance, l'entraîneur, il ne va pas se hasarder à mettre ces genres de joueurs sur un banc de touche. Maintenant, moi, la question qui me taraude l'esprit, c'est une question fondamentale dont moi, je suis en train de diagnostiquer dans ma tête.
Alors, est-ce qu'il n'est pas en train de jouer parce qu'il a compris après Celta Vigo, c'est mort pour lui? C'est une question. Je ne l'affirme pas. Hein. Moi, j'attends de voir. Après cette saison, lorsqu'on va lever l'option et puis on l'achète, il devient officiellement un joueur de Celta Vigo. Je prends 1 ou 2 saisons, ou 3 saisons même. Quand je vois la constance de ce garçon, je peux vous réaffirmer qu'il est revenu en super forme, mais... vous n'êtes pas sérieux. On sent que vous n'avez pas tellement confiance à ce joueur. Vous savez, c'est comme à un certain moment, Bayo, avec son club, il te marquait un but, demain on le retrouve dans les maquis. Voilà, ce sont des joueurs qui sont très talentueux, mais attends d'abord de les voir toute une saison, 2 saisons même, pour dire que voilà, ils sont de retour. Mais ce qu'on est en train de voir, ce sont des signes précurseurs. Voilà, par ailleurs, on est optimiste, ce qu'il est en train de faire, c'est très bon, c'est excellent, c'est quelque chose qu'on doit apprécier. Alors maintenant, dans l'avenir, il faut 1 saison, il faut 2 saisons pour voir comment le joueur est en train de progresser. Est-ce qu'il est en train de le faire parce qu'il n'a pas le choix? Après, le Celta, c'est mort pour lui. Est-ce qu'il est en train de le faire parce qu'il y a une prise de conscience? Ce sont des questions qu'on doit se poser. Mais pour le moment, ce qu'il est en train de faire, c'est franchement impeccable, c'est appréciable et c'est très intéressant pour l'équipe nationale guinéenne. On en a forcément besoin de ce garçon. Il a sa place en équipe nationale. Il y a la jeunesse, il y a la maturité, il y a la fougue, il y a la folie. Mais voilà, dans un match, tu lui remets en confiance. Voilà, tu vois, Ilex Moriba te fait ressortir un match XXL. Maintenant, c'est quoi? C'est le travail, l'engagement. Quand il joue, il faut qu'il soit engagé, il faut qu'il court. Mais quand il s'arrête, ça ne peut pas donner. Moi, je pense que j'attends de voir 1 ou 2 saisons pour faire le bilan de ce joueur. Alors, peut-être la même question pour vous. Est-ce qu'aujourd'hui, le Sili national a besoin d'un joueur magicien dans ce milieu de terrain? Vous l'aviez dit, c'est ce qui manquait à cette équipe du Sili maintenant. Oui, absolument. On a besoin d'un véritable créateur de jeu. C'est vrai que ce n'est pas le typique de ce qu'on veut pour ce qui est de Moriba. Moriba, au top de sa forme, c'est un 8. C'est un 8, il n'est pas suffisamment créatif comme Nabi, il n'est pas suffisamment défensif comme Ablaye Touré, mais il est entre les deux. Il peut jouer le rôle peut-être de double pivot ou encore de 8, il peut faire les deux. Mais aujourd'hui, avec ce qu'il fait en club, son rendement et le niveau du championnat dans lequel il joue, le niveau de son club, aujourd'hui, il mériterait de revenir en équipe nationale. Maintenant, jouer titulaire ou pas, ça c'est du ressort du coach en termes de complémentarité qu'il aura vu entre les uns et les autres. Ça dépendra d'autres choses. Mais si aujourd'hui, pour moi, et même le dernier rassemblement, s'il n'est pas venu, c'est parce que il a eu un accroc avec le président de la fédération. Et j'estime qu'aujourd'hui, que cet accroc n'est pas du tout enterré entre les deux et qu'il n'est pas venu pour le moment. Et tant que ce malentendu ne sera pas réglé, il ne sera pas là. Michel a besoin d'un joueur de cette qualité, mais il ne va pas aller au-delà de ce que veut le président de la fédération parce que ce n'est pas un entraîneur à poigne. Ça, pour moi, c'est un peu la partie, la mauvaise partie de l'homme. Ce n'est pas quelqu'un qui est dur dans ses prises de décision. Il sert toujours à avoir l'assentiment de son président. Et pour le moment, Ilex ne fait pas partie des petits papiers du président de la fédération. Est-ce qu'on va voir un feuilleton comme celui de Morlaïsi là, avec Kaba Diawara? Bon, vous savez, c'est des situations très complexes, là où il n'y a pas trop de communication, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe au fond. Ce sont des trous noirs très profonds, parce qu'il y a ces réalités, sauf si on nous explique, ou bien il faut être dans les vestiaires pour comprendre les réalités. Parce qu'il y a trop d'on-dit. J'aurais appris que voilà, Ilex Moriba, lorsqu'il était en Côte d'Ivoire, il a voulu bouder la sélection. Il n'était pas dans l'esprit du groupe, il est indiscipliné et tout ça, c'est ce qu'on entend. Mais au fond, on ne sait pas réellement qu'est-ce qui se passe. Parce qu'aujourd'hui, on a vu après, lorsque la Guinée ne s'est pas qualifiée, on a vu sa réaction. Mais il n'était pas content, mais il a dit, c'est comme s'il avait informé à tout le monde qu'il n'y a pas de sérieux au sein de l'équipe nationale. Qui a raison? On ne le sait pas. Parce que déjà, il y a peu de communication. S'il y a des sujets brûlants, le joueur, il ne va pas communiquer. C'est après, quand l'infraction est consommée, ou bien toi, en tant que journaliste, tu communiques sur ce sujet. On t'appelle à offre pour te dire qu'Hassan, ce que tu as dit, ce n'est pas vrai. Mais eux, il n'y a pas de communication. Y a pas, tu les invites sans langue de bois, ils ne vont jamais s'exprimer. Aujourd'hui, ce qui est plus important, quand un joueur, ça ne va pas, un entraîneur, ça ne va pas, mais viens, tu parles, je dis, je suis en équipe nationale, je ne suis pas à l'aise parce qu'il y a ça et ça et ça et ça et ça et ça. Même si peut-être les gens vont penser autrement, mais aujourd'hui, les gens sont intelligents. Quand Ilex Moriba arrive à expliquer les réalités, mais vous dites, écoute, la fédération, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? On va les mettre la pression. Mais il faut savoir tes droits et tes devoirs et les réclamer à temps. C'est normal. C'est pas quand tu as de l'injustice, tu peux le dire, écoutez, tu viens, tu dis, bon, j'ai été victime de ça sans insulter,
sans des propos déplacés. Est-ce qu'il a insulté Moriba? Non, il n'a pas insulté. Il y a eu des propos déplacés sur la publication. Il a demandé juste... Vous n'avez pas compris. Je dis par là, on ne sait pas réellement qu'est-ce qui ne va pas entre Ilex Moriba et la fédération. Parce qu'il n'y a pas une information fiable avec des pièces à conviction. Personne n'a communiqué voilà, personne n'a communiqué là-dessus. Sauf qu'il y avait, certes, il y avait quelques témoins qui ont Aujourd'hui, rapporté. vous êtes d'accord avec moi que personne n'a dit que Moriba n'est pas sélectionnable? Non, personne n'a dit, on est d'accord, mais écoutez. La route, elle est ouverte. Non, la porte n'est pas fermée. On est d'accord que la porte n'est pas fermée. Ça dépend du milieu, est-ce qu'il est à l'aise. Mais écoutez, cet accro, il est avéré. Voilà. Mais comment ça s'est passé exactement? Qui a tort? Qui a vraiment raison lors de cet accrochage? Là, c'est la grosse question. Ça, peut-être on ne saura jamais. Mais écoutez, aujourd'hui, en termes de qualité footballistique, il peut et il doit avoir sa place en équipe nationale. Ouais. Maintenant, l'entraîneur, à un moment ou à un autre, peut juger qu'il n'est pas bon pour son groupe et qu'il l'écarte. Ça, c'est pour des raisons extra-sportives. On peut comprendre cela. Mais pour des raisons sportives, aujourd'hui, il a sa place en équipe nationale et il doit venir. Cet accrochage, pour moi, avec... disons que ce n'est pas supposé, c'est un accrochage, c'est arrivé. Beaucoup de personnes ont rapporté, des témoins étaient là. Maintenant... pour le moment, il reste dans l'œil du cyclone du président, qui n'a pas oublié ce qui s'est passé. Et en témoigne cette publication de Ilex. Il aurait pu demander à l'institution des comptes. Mais non, il a demandé au président des comptes. Donc, ce qui veut dire que... C'est là que le bas blesse. Qu'il pense que s'il y a problème, c'est parce que ce président en est le responsable ou parce que c'est là, ainsi de suite, ainsi de suite. Écoutez, donc, s'il n'est pas en équipe nationale aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu cet accrochage et que le président n'a pas, pour le moment, oublié cela. Et puis, il fait pour le moment momentanément un deuil à l'équipe nationale. Aujourd'hui même, il y a un système qu'ils ont changé pour l'équipe nationale. Avant, ils animaient des points de presse. Face à la presse, il y avait des questions. Mais actuellement, la sélection, c'est à la télévision nationale, on publie sur Facebook. Au moins, on peut avoir des opportunités lors des points de presse. Quand l'entraîneur dit, on dit à l'entraîneur, mais pourquoi Ilex Moriba n'est pas sélectionné? Oui, il aurait pu répondre. Il aurait pu répondre. Maintenant, quand il va coder, nous, on va décoder. On va lui mettre la pression pour qu'il arrive à s'exprimer. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Il n'y a pas de point de presse. Le problème de cette fédération, peut-être l'entourage du joueur, c'est le manque de communication. En tout cas, il y a des problèmes. Parce que pas le joueur. On peut dire que le joueur, il peut ne pas communiquer, mais au moins la fédération doit expliquer la fédération, peut-être même pas la fédération, l'entraîneur, lui, avec cette conférence de presse, disons, habituelle, qui est institutionnalisée dans d'autres pays, qui sont obligatoires, parce que ça permet au public sportif de s'informer, de disséquer la liste, parce qu'une liste n'est faite à l'unanimité. Il y a toujours des absents, des gros absents, il y a aussi des surprises. Donc, maintenant, à l'entraîneur de pouvoir expliquer cela, ces conférences de presse doivent être réinstallées et ramenées dans les pratiques pour permettre à tout le monde de s'informer. Aujourd'hui, Ilex, je l'ai dit tantôt, en termes de qualité footballistique, il peut tout à fait prétendre avoir une place dans les 22. Maintenant, pour les 11, on reviendra. Ça, c'est du ressort du coach. Et même dans le 11, il a sa place aujourd'hui, Ilex Moriba. Il peut espérer avoir une place. Il a sa place. C'est lui qui ne s'est pas fait respecter en équipe nationale. Je peux le dire ainsi. Quand tu viens avec un code qui est élevé, il a été accueilli au stade du 28 septembre, du fait qu'il a changé de nationalité. Oui, on a aimé, oui. Ce cas-là. Oui, exactement. Vous savez, c'est normal de faire ce genre de choses. C'est normal de le faire. Pour un joueur qui a accepté de tout laisser. Oui, ça, c'est normal. Il faut se souvenir de là où il est venu à l'époque. Parce qu'il était très bien parti. Oui, c'est pour vous dire que l'accueil, pourquoi l'accueil, nous on a compris, on a interprété l'accueil parce qu'il a changé de nationalité pour la Guinée à un moment où il est en super forme, pouvait partir en Espagne et tout ça. Mais quand il avait le temps pour être titulaire, aujourd'hui il te fait un bon match, demain tu le vois marcher sur le terrain, il a eu beaucoup d'opportunités avec Kaba Diawara, mais Kaba Diawara, il ne les a pas saisies. Il peut te faire sortir 15 minutes XXL, mais quand c'est chaud, on est mené à un certain moment où l'équipe nationale est forcément dominée. Tu ne vois pas, il joue son rôle en matière de récupération. C'est de commettre des fautes. Quand il y a des coups de pied arrêtés, il vient, il s'impose. C'est lui le leader. Il s'imposait. Sur le terrain, on ne voit pas un leader qui s'impose. Mais au niveau des actions, il veut montrer qu'il est leader. C'est à lui aussi de revoir un peu son comportement. On se pose la question, pourquoi il change trop de club? Pourquoi il n'a pas confirmé à Leipzig? Parce que là-bas, ce sont des questions qu'on doit se poser. Ouais. Par ailleurs, lui aussi, il a des comportements néfastes. Quand il change, il revient sur terre, il arrête l'arrogance. Il joue son football, il va être un excellent joueur. Avec Ilex Moriba, nous on est tranquille, hein. Il peut plier le match, je vous dis aujourd'hui, c'est un leader.
incontestable. Mais il a perdu assez de temps, 1 année, 2 ans en équipe nationale, avec un entraîneur qui te donne le numéro 10, qui est incapable de faire 90 minutes avec des matchs. Attention, c'est pas le seul. Comme Adjibou. Ah, c'est pas le seul. Comme les joueurs comme Adjibou qui sont en train de se battre. C'est pas le seul. C'est pas le seul. Il est très talentueux, mais il manque de sérieux. Moi, je pense que le niveau qu'il est en train d'afficher en ce moment, on sent qu'il y a une question de prise de conscience. Et si cette prise de conscience, elle est constante, je pense que ce joueur, il ira loin. Vous êtes d'accord, Amadou, qu'il peut faire mieux, Moriba? Oui, il peut toujours progresser. Rappelons qu'il n'a que 21 ans. C'était une grosse promesse du football mondial à ses débuts. Donc, il a toujours le temps de pouvoir confirmer et de répondre. Non, c'est quand même jeune, ça. C'est très jeune. Il a le temps. Il a le temps. Et du moment où il a compris, disons, à 21 ans, qu'il n'est pas sur la bonne voie et qu'il s'est remis à travailler, il n'y a pas de raison qu'il ne puisse pas confirmer toutes les promesses placées en lui au début. Donc, moi, j'ai grande confiance en lui. Écoutez, au début de sa carrière, lorsqu'il a décidé plutôt de revenir en Guinée, et surtout la manière dont il a quitté le Barça, ce n'était pas mon joueur favori. Je vais être direct avec vous. Moi, la manière dont il a quitté le Barça, je me suis dit que c'était de l'indiscipline caractérisée, mais aidé par son entourage. C'était son entourage au premier rang desquels son papa, qui l'a pas du tout aidé dans ses décisions. Du moment où il a compris qu'il n'est pas sur la bonne pente, il a repris le travail, il s'est remis la tête à l'endroit, il n'y a pas de raison qu'il ne confirme pas et qu'il a toutes les qualités pour performer, pour revenir à l'équipe nationale. Moi, je me dis, à 19 ans, 20 ans, on a trop demandé à un gamin. Il ne peut pas être le leader d'une équipe nationale à 19 ans, 20 ans. C'est très rare que ça arrive. Ça, c'est du ressort des génies. Non, c'est du ressort des génies. Oui, mais il faut tout de même être entouré. On est d'accord que Yamal est le leader technique de l'Espagne, mais ce n'est pas le leader de l'équipe. Ce n'est pas lui qui tire les pénaltys, ni les coups francs. Ce n'est pas lui qui parle pendant les causeries. Il y a des leaders pour ça. Qui le couvre. Parce qu'il est très jeune, il ne peut pas endosser toute cette pression. Et c'est la même chose qu'on devrait faire avec Moriba à ses débuts. Maintenant, malheureusement, à l'époque, Nabi se blessait trop tôt. Sinon, c'était lui peut-être seul qui pouvait tenir tête à ce Moriba. Il faut dire c'est un fort caractère aussi. Il a un fort caractère. Pour un joueur qui n'est pas suffisamment imposant, il peut avaler. C'est ce qui est arrivé en équipe nationale lorsqu'il prenait les coups francs. Il est trop calme, Guirassy. Oui, Guirassy, ce n'est pas un joueur qui s'impose, contrairement à lui. C'est un joueur, c'est lors d'une émission. Peut-être Madi, mais il n'était pas là à l'époque aussi. Mais ça allait peut-être virer à la bagarre aussi. Non, tout le temps, on a des joueurs qui sont timides. Mais au niveau des vestiaires, il y a des problèmes. C'est ce qu'on voit à la télé. Et au niveau des vestiaires, il y a une large différence parce que si quelqu'un arrive à te dire que Nabi part ou Nabi fait ça, c'est compliqué. Non, le secret de vestiaire, c'est pourquoi les footballeurs professionnels n'aiment pas du tout raconter ce qui se passe dans les vestiaires. Parfois, les joueurs sont le contraire de ce qu'ils sont sur le terrain, dans le vestiaire. Et tout ce qui se dit là-bas, si on rapporte tout aux médias, aux gens, on va perdre espoir, on va perdre confiance. C'est comme le cas de Didier Drogba et de Samuel Eto'o. Quand on voyait Didier Drogba jouer avec ses styles de Fouka, nous on avait pensé que il est intenable et tout ça. Quand tu vois Eto'o, sage, coiffure simple, très humble. Mais écoute, après le terrain, Eto'o, il fait le show. Aujourd'hui, même dans la vie, on sent que Drogba, il s'est diamétralement opposé. Moi, je suis totalement surpris du comportement de Samoui après sa carrière. Il faut dire que c'est mon joueur favori. C'est mon joueur favori et c'est mon joueur africain favori. Mais l'après-carrière, pour moi, c'est autre chose. Ce n'est pas Eto'o, le footballeur, ce n'est pas la même chose en termes de comportement et de body language. Ah oui. L'argent peut aussi changer. Il avait de l'argent, on est d'accord. Mais par ailleurs, ses caractères l'ont beaucoup aidé sur le plan psychologique, mental, confiance en soi. Quand tu joues, c'est lui, c'est moi Eto'o, c'est moi l'homme fort. Mais écoutez, et de l'autre côté, il se dresse contre l'injustice. Oui, l'injustice, parce qu'ils avaient raconté ce qui s'est passé dans les vestiaires du Barça. Il était ségrégé. Heureusement, l'arrogance et tout ça, ça l'a aidé. Mais après, c'est un fort caractère aussi. Mais il fallait ça à l'époque. Et lui et Drogba, il fallait avoir un fort caractère pour s'imposer dans des clubs comme ça. Ce n'est pas du coup de tous les grands joueurs européens de voir un Africain exceller comme ça. Et pour ce faire, il y a des talents footballistiques qu'ils avaient déjà, mais il fallait avoir le caractère et ils l'ont eu pour se maintenir. Moriba, c'est un joueur exceptionnel, comme l'a dit mes deux chroniqueurs. En tout cas, il est en train de monter en puissance. On espère qu'il va continuer comme ça. C'est là bon pour le Sylvain
nationale de Guinée et pour sa carrière. On va rester en Espagne pour parler du Real Madrid et de sa remontada juste après ça. Le Real Madrid s'est imposé au bout d'un énorme suspense face à Valence, 2-1. Quel match des deux équipes qui ont produit du très beau football, dénouement cruel pour Valence qui aura tenu longtemps avant de s'effondrer en tout fin de partie. Amadou, ça a été un match quand même difficile pour le Real Madrid en première mi-temps, qui a encaissé un but, qui a réussi à revenir à l'intermédiaire du vieux, on peut l'appeler comme ça, du Real Madrid, Modric. Après, il y a eu une erreur de la défense de Valence qui a permis justement Jude Bellingham marquer ce deuxième but, la libération, le 7e but seulement de ce joueur cette saison. Ouais, les passionnés du football se sont beaucoup régalés dans ce match. C'était une rencontre franchement très intéressante dans le jeu. On s'est beaucoup régalé. Et puis voilà, quand on dit Valence joue contre le Real, une très belle affiche. Et dans l'entrejeu, ça s'est franchement répercuté avec un grand Real de Madrid, je peux le dire ainsi, très fort mentalement et psychologiquement, parce que dès l'entame de match, on a vu une équipe de Valence qui a voulu mettre la pression, confisquer le ballon. Qui a d'ailleurs mis la pression. Voilà, exactement. Confisquer le ballon. Confisquer le ballon, complètement. Maintenant, contrairement à cette formation de Real de Madrid qui a complètement changé son système de jeu, c'est un système qui est à l'anglais, ce sont les relances, ce sont les contre-attaques, on a envie de jouer un football direct. Maintenant, les joueurs de Valence ont compris, il faut jouer sur le temps et sur l'espace, parce que quand le Real, dès qu'ils ont le ballon, ils vont créer la différence. La meilleure solution, il faut les priver le ballon, leur faire endormir, basculer la rencontre, c'est ce qu'ils ont fait, mais vers la fin, il y avait une différence d'expérience au niveau des joueurs et ce n'est pas les mêmes objectifs. Au niveau de cette formation des Merengues, il y a des joueurs qui ont des ambitions très fortes individuellement et même dans l'effectif, la concurrence, elle est très rude. Donc, on applique dans le jeu à un moment qu'on n'a pas envie de perdre le ballon, on n'a pas envie de faire du n'importe quoi. Il y a assez de rigueur. Au niveau, les places sont très chères actuellement au Real. C'est ce qui donne la force à ce club. Et aujourd'hui, l'entraîneur est obligé de se concentrer parce qu'il vient de tourner son effectif, changement de système, changement de neuf, un joueur qui n'est pas un véritable neuf. Vous savez, il y a beaucoup de défis, il y a beaucoup de challenges au niveau de cette formation. Donc, sur le plan mental, ils ont su garder leur sérénité. Et puis, la partie dont j'ai mis le Real de Madrid dans ce match, ils n'ont pas joué dans l'excès de confiance. Ils ont beaucoup considéré l'adversaire. Ils ne sont pas affolés les moments forts de l'équipe adverse. Ils ont essayé de bloquer au niveau des couloirs parce que les côtés, ça partait très vite au niveau de cette formation de Valence qui a voulu déjà déséquilibrer l'équipe du Real, les ramener au niveau des couloirs et laisser assez de boulevard au milieu de terrain. C'est qu'Ancelotti a compris, il a dispersé les joueurs, il a su occuper le terrain. Parce que là, malgré ses dominations, mais ils n'ont pas eu assez d'occasions pour mettre en danger le gardien du Real. Donc il y avait un système de jeu purement tactique, mais finalement, il y avait la mentalité, la conscience de cette formation des Merengues qui ont pu créer la différence. Mais attention, cette saison, il y a des très bons clubs en Espagne. Il y a des très bons clubs. Le Real qui a failli encaisser un but à la dernière seconde. Une frappe limpide qui s'est losée sur la lucarne. Parce que moi, cette saison, ça a touché le poteau. Moi, cette saison, j'ai l'opportunité de suivre presque beaucoup de matchs. Avant, si ce n'est pas le Barça ou le Real qui joue, voilà, là, on ne suit pas. Mais aujourd'hui, parce qu'on commente ces matchs, je suis en train de suivre quelques matchs. Il y a de la qualité au niveau des autres clubs maintenant. Ça va être très compliqué pour le Barça et le Real cette saison. FC Valence ne va pas bien pour le moment. Oui. Et de l'autre côté, le Real en a profité, on peut le dire comme ça, même si le Real était à 10. C'était vraiment un coup pour cette équipe difficile à lire. Valence pouvait faire mieux dans ce match. Oui, il pouvait faire mieux, mais si c'était le Valence dans les années antérieures, mais cette saison, Valence... Quand même, Jean à 10, oui, pouvait mieux aller titiller cette équipe. Oui, il pouvait le faire, mais il ne peut pas... En fait, c'est une saison galère pour Valence. C'est très difficile. Ils passent une saison très difficile. Ils sont dans les méandres du classement du championnat, ce qui arrive très rarement à un club comme le Valence. Récemment, ils se sont séparés de leur coach qui était là depuis le début de la saison. Et la ville aussi a passé des moments très difficiles en décembre. Donc, c'est des moments très durs. Le Real n'était pas aussi
fort, en tout cas techniquement dans le jeu. Ce n'était pas le Real qu'on a connu, en tout cas les saisons antérieures, mais il a fallu du cœur, il a fallu du mental. C'est ce qui les ont permis de revenir au score. D'abord de la confiance, ensuite la fougue de la jeunesse et le sens de placement. Parce que pour le deuxième but, il fallait savoir où se placer pour intercepter ce ballon-là et puis concrétiser. Il a fallu aussi Ibrahim Diaz qui fait du bien cette équipe du Real. Quand il rentre. Oui, c'est une bonne chose. Rodrigo pour le mettre. Dès qu'il rentre dans un match, il change carrément. Brahim, c'est un super sub. C'est un joueur, quand il est titulaire, tu le vois pas, tu le vois moins. Tu le vois moins ou très rarement. En tout cas, pas aussi performant quand il rentre. Quand il rentre, ça trouve que la défense pour la plupart est fatiguée. Ça lui permet de faire ses prises de balles et de rentrer dans ses chevauchées, et dribbler et donner la passe. Donc, il apporte toujours un changement quand il rentre. Et peut-être que Carlo a trouvé la meilleure option de l'utiliser, mais il ne va pas tenir trop longtemps. C'est un joueur qui vise à une place titulaire. Aujourd'hui, il devient un joueur important en équipe nationale. Il voudrait avoir un rôle beaucoup plus important, mais ça sera très difficile pour lui avec le Real, parce qu'il y a déjà 2 indéboulonnables au niveau du trio et un troisième qui semble prendre de l'avance sur lui. Et peut-être lui, il est en concurrence avec Arda pour être le premier remplaçant. Donc ça peut être très difficile pour lui. Encore une fois, le Real a fait du Real dans ce match. Vous choisissez qui? Arda Güler ou Brahim Diaz? C'est compliqué de faire un choix, mais Arda me plaît très bien. Je préfère la touche technique à la vitesse. Alors, Olivier, rapidement avec vous, est-ce que pour vous, Kylian Mbappé s'est intégré dans cet effectif? En tout cas, sur ce match, on peut le dire qu'il est passé à côté. Ouais, pour le moment, il n'est pas constant dans les matchs, surtout des matchs où le Real traverse des moments très difficiles, donc c'est un peu compliqué. Mais personne n'est surpris. Déjà, en amont, tout le monde avait vu déjà les signes précurseurs qu'il allait forcément rencontrer des choses qui sont difficiles, parce que là où il doit jouer, il y a des joueurs qui sont incontestables, des joueurs déjà qui ont mis tout le monde d'accord dans ce club, et c'était pas facile de venir rapidement s'imposer. Il est en train de voir qu'est-ce qu'il faut pour être un véritable neuf, et l'adversaire aussi était coréas. C'était cette formation de Valence, ils ont joué en infériorité numérique, ça se comprenait même dans le jeu. C'est pas seulement Kylian Mbappé qui était presque complexé. Il y a eu même dans l'ensemble, sur le plan tactique, il y avait beaucoup de choses à revoir. Et l'équipe adverse était en place et l'homme a surveillé. Il fallait surveiller forcément Mbappé. Même si, alors, il n'est pas en super forme, c'est pas un véritable neuf, mais quand tu joues contre le Real, tu as des joueurs comme Mbappé qui a envie de confirmer, parce que déjà, cette défense, elle était consciente. Il y a un joueur qui est en train de chercher sa place. Donc, il ne faut pas le négliger. Mbappé n'est pas négligé aujourd'hui quand tu joues contre le Real. Moi, je me dis même, c'est l'adversaire à surveiller de près. C'est Mbappé, un très grand joueur qui a envie de se faire un nom, qui a envie de se faire une place dans ce genre de club. Il faut le surveiller, il faut le verrouiller, c'est ce qu'ils ont compris. Donc cette défense de Valence tactiquement, elle était en place, mais Jean vient de le dire, avec Gaz et Tando, c'est pas facile de les gérer, parce que l'atout de cette formation des Merengues, c'est pas seulement les attaquants, les milieux de terrain, les milieux récupérateurs sont capables de partir, faire le rôle des attaquants. Donc il y a une question de qualité, d'individualité, même la défense. Donc tout le monde est capable. Au Real, c'est pas facile de les gérer. Mbappé, pour le moment, voilà, on le comprend, c'est pas un véritable neuf. On lui souhaite bonne chance, il n'y a pas de constance. On va maintenant parler d'un joueur du Real Madrid, le leader même du Real Madrid. S'il ne fait pas attention, il risque de passer à côté de sa carrière. On va parler de Vinicius Junior, qui a été provoqué par Stolz, Dimitriski, le gardien de Valence. Il a répliqué, carton rouge derrière. C'est quand même compliqué, on sait qu'on vit avec Vinicius Junior depuis quelques mois. Oui, ses qualités footballistiques ne sont pas à contester. C'est l'un des tout meilleurs joueurs du monde. Mais sur le plan comportemental, sur le plan retenu, il manque énormément de choses à ce joueur. Moi, quand j'ai vu la réplique, en principe, c'est quelque chose qui ne vaut pas la peine. Ça arrive tous les jours que des gardiens bousculent des attaquants. C'est pour te faire sortir de ton match. Et lui, il est allé au-delà. Au lieu d'attendre le bon moment pour répondre, il a bousculé directement. Et sur le terrain, nous tous, nous savons, les provocateurs ne sont jamais sanctionnés. C'est ceux qui répondent. J'étais sur l'arbitre, s'il n'était pas ses coéquipiers. Et ça, c'est condamné en Espagne. Quand on a vu la réaction après le carton rouge, déjà, une fois que les arbitres donnent le carton, ils ne reviennent jamais en arrière. Tout ce que tu peux faire, c'est de rentrer, te reposer. Et il a continué à parler, il a continué à aller vers l'arbitre. C'est des comportements inconcevables sur le terrain. Et moi, quand j'ai vu cela, j'ai compris la mentalité de certains lorsqu'il a fallu voter pour le Ballon d'Or. Et si c'était lui le Ballon d'Or,
Est-ce que sur le plan comportement, il représente vraiment les valeurs d'un véritable ballon d'or? En tout cas, ça prête à confusion. C'est à lui de revoir cela. Tous les grands joueurs sont provoqués. Ça arrive à tous les grands joueurs. Et la différence se trouve dans leur capacité à pouvoir se retenir et de répondre au moment venu. Un grand joueur répond par des actions magiques. Et lui, il sait faire ces actions magiques-là. Il n'a pas à répondre au corps à corps. Les joueurs moins talentueux répondent au corps à corps et lui, il est talentueux. Il doit répondre par les gestes. Il risque très très gros. On va voir ça. Selon le règlement du championnat espagnol, une agression est punie d'une suspension de 4 à 12 matchs. Vinicius Junior pourrait donc être très sévèrement puni et écarté des terrains. Et le moment, ça peut être un coup dur parce qu'on parle de 4 à 12 matchs. C'est beaucoup sans Vinicius Junior tout de même. Ouais, c'est trop quand même récurrent concernant ce joueur parce que tout dernièrement, même bon nombre de personnes ont parlé. C'est qu'il a un peu lésé au niveau du ballon d'or européen parce que son comportement et tout ça, entre guillemets, on l'a vu, il a confirmé. C'est qu'il doit comprendre, dans le football, il faut être fair play. Quand on te tape, tu ne dois pas répondre. Quand tu réponds, tu vas être sanctionné. C'est toi qu'on va voir. C'est toi qu'on va voir. C'est trop amateur, c'est trop enfantin. Je pense qu'un joueur qui a ce niveau, qui a une équipe nationale et tout ça, je pense qu'il faut qu'il arrête. Mais il doit comprendre quelque chose. C'est comme si les adversaires ont compris. Ce sont les côtés négatifs. C'est son point fort. Voilà, c'est son point faible. Exactement, c'est son point faible. C'est comme le cas de Zidane. L'Italie, entre la France, il n'y avait pas de solution. Ils ont étudié l'équipe de France, mais dit écoute, qu'est-ce qu'il faut pour arrêter Zidane? Pour arrêter Zidane, il n'y a pas de solution. Il est nerveux, il faut le provoquer, il faut lui parler de sa sœur. Là, il est franchement allergique à ça. Et puis Materazzi a fait, ils ont réussi, ils ont pu remporter la Coupe du Monde. C'est une manière encore de jouer le match. Parce que Vinicius, aujourd'hui, tu n'as pas d'équation pour l'arrêter. Voilà, toi, soit tu gères le Real, mais défensivement, ce garçon avec la folie, la fougue qu'il en a, quand il a le ballon, il est capable de perforer une défense. Maintenant, la meilleure solution, il faut passer par ces schémas pour le stopper. Moi, je pense qu'il faut qu'il arrête. Moi, quand il défend, on peut le dire comme ça, hein, quand le monde entier critique ce joueur, Carlo Ancelotti, lui, défend. On peut le dire comme ça. C'est justement là l'heure. Mais voilà. Je ne sais pas ce qu'ils se disent en privé. Peut-être qu'en public, il le défend, mais en privé, il essaie de le recadrer. Si c'est l'option choisie, ça serait bien. Ça serait bien, mais si c'est ce qu'il dit en public qu'il le dit en privé, ce ne serait pas lui rendre service. Aujourd'hui, Vinicius, oui, c'est injuste qu'un gardien bouscule un attaquant, c'est injuste qu'on insulte quelqu'un sur le terrain, mais écoutez, qui a vu Ronaldinho jouer? Il n'y a pas plus provocateur, il n'y a pas un joueur qu'on provoquait plus que Ronny. Mais Ronny, c'est quelqu'un qui sait répondre par ses gestes. Parce qu'il sait qu'il a des qualités, il sait qu'il peut faire mal à l'adversaire et il le fait mal sur le terrain. Quand on le provoque, il riait. Le Milan-Barça, on se souvient, Gattuso, lui, il ne le provoquait pas, il allait dans le sang. Mais puisque Ronny savait cela, il répondait par les gestes. C'est ce qu'il sait faire, donner des passes décisives, dribbler. Il peut dribbler et s'arrêter, il t'attend. Il redribble encore. Pourtant, lui, il a été footballeur de justesse. Hein. Il part au niveau des plages, il dansait la samba. C'est son frère qui jouait, mais il n'a pas eu l'opportunité de jouer. Vous savez, en Brésil, en ce moment, quand tu es issu d'une famille pauvre, le joueur qui va sauver la famille, c'est un footballeur. Son frère n'a pas réussi de jouer le football. Il dit, écoute, pourquoi ne pas, moi aussi je vais jouer. Vous avez vu sur le terrain, quand il a le ballon, il est à l'aise avec ses prises de balles. Mais pour moi, il doit prendre exemple sur ces très grands joueurs-là. C'est vrai qu'il est vraiment ciblé par certains joueurs, vraiment ciblé par certains supporters. Mais c'est à lui de comprendre qu'ils ont compris que c'est son point faible. C'était le cas de Diouf. Le monde entier, quand même, a donné le verdict. Pour eux, Vinicius est insupportable sur un terrain de football. Quand même, il parle beaucoup. On a vu ces genres de joueurs qui ont pas mal de qualité, mais les gens ont compris, il faut l'énerver. C'était le cas de Salamso avec l'équipe nationale. Salamso, il te fait un bon match, mais tu viens, tu l'insultes, tu le provoques, c'est autre chose. C'est comme Rigobert Song. Rigobert Song, on a vu un match qu'ils ont joué en 98 avec la Guinée, Rigobert Song et Salamso, ça n'allait pas du tout. Chacun venait provoquer l'autre. On a vu tant de joueurs, les joueurs comme El Hadji Diouf en championnat en Angleterre. Il était venu pour gérer un corner, il a laissé le ballon, il est parti cracher un supporter. C'est comme le cas de Cantona. On a vu tant de joueurs. C'est autre chose. Ouais, c'est autre chose, c'est fou. On ne peut plus voir ce que Cantona faisait. Sauf que les joueurs en ce moment sont plus scrutés. Tout ce que tu fais, on voit, on décortique. C'est un peu plus difficile de n'être pas poli sur le terrain. C'est très difficile. Moi, je pense que c'est très difficile. Vous savez, il y a ces choses, c'est naturel, on est inné comme ça, et c'est pas facile de le gérer. C'est à lui de revoir. En tout cas, s'il veut avoir. Il faut que le
Real arrive à le canaliser. J'estime que s'ils veulent le canaliser, ils peuvent le faire. Mais bon, mais Carlo, il use beaucoup de la calinothérapie. Pour des joueurs qui comprennent tout, qui acceptent tout, ça peut aller. Mais pour des joueurs dont il faut recadrer, c'est très difficile. Et là, ils sont entrés. Il est très jeune. Et ils vont se priver des véritables qualités d'un joueur comme ça, parce qu'il est très performant quand il est sur le terrain. Est-ce que ça ne peut pas être une chance pour Mbappé? Peut-être. En tout cas, le Real réussit un bon coup, Jean, en gagnant ce match en retard. On le rappelle, c'est un match en retard. 3 points de plus. Ils ont réussi à reprendre la première place parce qu'ils étaient deuxième. Il fallait gagner ce match en retard. Les matchs en retard sont toujours un piège. Donc si tu gagnes, c'est un bond en avant. Mais si tu perds, c'est que tu as cru avoir quelque chose en plus alors que tu n'avais rien. Il est très compliqué. On a vu le Barça premier, après l'Atlético Madrid. Et maintenant, c'est le Real Madrid. L'Atlético peut... Ce championnat, on va le jouer jusqu'à la fin de la saison. Jusqu'à la fin. L'Atlético... le champion d'Espagne cette année. L'Atlético peut probablement reprendre la première place parce qu'ils ont un match en retard aussi qu'ils peuvent jouer s'ils gagnent, reprendre la première place. Mais c'était un championnat très serré. Tout de suite, Major le disait. Hormis ces 3 équipes, d'autres équipes sont très performantes. Donc, mais encore une fois, au vu des saisons, disons des difficultés du Barça et du Real à être performants dans la durée, face à une équipe d'Atlético qui, pour moi, me semble beaucoup plus étoffée. Qui depuis le mois d'octobre ne perd jamais un match, ça va être très compliqué, mais l'Atlético me semble très armé pour les titiller. Pourquoi pas? Pourquoi pas? En tout cas, on va suivre ce championnat avec intérêt et on va venir chaque lundi ici décortiquer, parler du football européen. On va marquer justement une courte pause, le temps pour nous de changer le design. On revient derrière dans la minute du partenaire. Je vous amène dans les profondeurs du monde, au début de tout, là où l'idée devient matière et la matière devient service. Dans un monde incertain où la fortune et l'infortune s'échangent les rôles en un laps de temps, la confiance est ce qui guide les pas et les paris. Conscient que le monde est une évolution et que l'évolution incite à la confiance, YellowBet décide de monter d'un cran. Il s'invite dans vos écrans. Avec YellowBet, c'est le ticket remboursé. C'est aussi les jackpots, sans oublier le casino, le pari sportif en vrai miel. Et la cerise sur le gâteau, c'est le koumi qui réchauffe le cœur et les poches. Le service client mis en place aurait bien pu clamer que votre volonté soit faite, que vos paris vous soient faciles et que vos gains pour la première fois tout de suite après vous parviennent dans vos smartphones. C'est cette nouveauté qui est venue changer la vie du pari, conquérir le cœur des parieurs. Par ailleurs, les années passant, la confiance demeure et grandit. Notre YellowBet grandit aussi avec elle. Elle fait grandir d'autres gens à travers tout le pays qui perçoivent leurs gains sans souci aucun. YellowBet ambitionne de relever le pari de l'innovation et du choix premier des Guinéens. Porter le flambeau et s'autoriser de bons rapports avec les autorités. L'histoire s'écrit à l'encre de la volonté et l'avenir appartient à ceux qui rêvent en YellowBet. De retour sur ce plateau, maintenant on est dans la minute du partenaire. Aujourd'hui on n'a pas M. Camara ou M. So, mais tout de même, n'oubliez pas, le code promo d'aujourd'hui c'est Sigiri. Essayez de vous inscrire à partir de ce code promo sur USD et sur bien sûr le site en ligne. Vous allez gagner 50 000 francs de bonus en utilisant le code promo du jour qui est Sigiri. On va continuer le football, on va justement rester en Espagne, mais en même temps on va parler de la France parce que cette information vaut mieux le partager entre la France et l'Espagne. Bien sûr, et je me disais, cette fois le Barça a épuisé
tous ces recours possibles auprès de la Liga et de la Fédération espagnole de football. Si les récents deals conclus ont bien permis au club catalan de se mettre en conformité avec les exigences du fair play financier Iber, les licences de Dani Olmo et Pau Victor n'en demeurent pas moins bloquées. Le comité de suivi décide de ne pas accorder le visa préalable ni la licence définitive demandée par Dani Olmo, Harvazal et Pau Victor Delgado Martel ce samedi. Les deux institutions susmentionnées. C'est un coup dur pour le Barça. John, c'est qu'un coup dur pour le Barça, Amadou. Ouais, franchement, un coup dur. On a vu comment le Barça est en train de se sacrifier pour avoir Olmo et Messi. Maintenant, à la dernière minute, on voit des situations administratives qui est en train de freiner cette formation. Ils ont trop misé sur Olmo. Je me rappelle, c'est comme le Real et Kylian Mbappé. Donc ça va être très compliqué parce qu'à ce niveau, ils ont besoin des joueurs de qualité qui vont renforcer cette formation. Parce qu'on a vu le Barça, au début c'était bon, mais des fois ça floppe un peu. On sent qu'ils sont en phase de reconstruction. Et si Olmo vient à ce niveau, ça va forcément le relancer. Vous avez vu, on parle même de place VIP, on passe par tous les moyens pour avoir ce joueur. Mais si administrativement, ça tergiverse pour l'arrivée de ce joueur au Barça, je pense que ça va forcément les impacter. Parce que là, la situation, elle est devenue nonchalante. Parce que moi, au début, j'étais franchement optimiste quand j'ai vu financièrement, le Barça avait trouvé des issues de secours qui, voilà, c'était quelques ouf de soulagement. Les gens étaient contents et tout ça. On fantasmait, on voyait Olmo, même il y avait des affiches. Mais aujourd'hui, à la dernière minute, on parle avec ces genres de gestes. Mais souvent, ça arrive. L'arrivée de ces joueurs qui sont tellement convoités par des grands clubs, c'est pas aisé. Il y a de la concurrence qui est très rude en bas. Est-ce qu'ils veulent que le garçon, tout ça, il y a beaucoup de choses qui vont freiner l'arrivée de ces joueurs, mais on attend de voir, peut-être, on va voir des solutions. On a mal pour Dani Olmo. Justement, parce qu'il faut le dire, on a mal pour ce joueur qui est pétri de talent, qui espérait exploser avec le Barça. Et aujourd'hui, les Catalans n'arrivent pas à la résister. Je crois que depuis sa venue, il est devenu un caillou dans les bottes du Barça. Au début, c'était très difficile. Il a fallu l'arrêter sur les marges laissées par un joueur blessé de longue date, donc en l'occurrence Christiansen, qui est revenu. Il a fallu aujourd'hui, puisqu'on est en janvier, trouver moins. Mais écoutez, pour moi, c'est momentané. C'est juste une ou deux institutions qui veulent régler ses comptes avec le Barça, qui n'arrivent pas à rentrer dans les clous de ce qu'elles veulent. Mais les recours vont probablement donner satisfaction parce qu'ils y croient. Aujourd'hui, ils l'ont inclus dans l'équipe qui doit aller en Arabie Saoudite pour la Supercoupe d'Espagne qui se joue là-bas. Donc c'est parce qu'ils ont espoir. Ils pensent que le droit est de leur côté. Ils vont continuer. Ils ont deux recours à expérimenter pour peut-être avoir gain de cause avec ce joueur. Ils ne peuvent pas se permettre. Les rumeurs de départ, c'est pour mettre la pression. Ça arrive toujours, surtout avec le PSG et le Barça. Attention, Jean, parce que c'est pas ce que les articles disent. Selon les articles 130.2 et 141.5 des règlements généraux de la LFF cités par la Liga, notamment tout joueur qui a vu sa licence annulée en cours de saison ne peut prétendre à un nouveau visa pour le même club sur le même exercice. Autrement dit, le FC Barcelone devra attendre la saison prochaine au moins pour inscrire de nouveau Dani Olmo à son effectif professionnel. C'est bien clair ça. Non, sauf qu'à la différence de ce que dit l'article, Dani Olmo a été inscrit à la place d'un autre joueur qui était blessé de longue date. Donc, si le Barça trouve la manne financière nécessaire, ça sera une inscription maintenant globale. Il a été inscrit momentanément à la place de Christiansen, qui était un blessé de longue date au mois d'août dernier. Donc, c'est justement ça la nuance que le Barça argue pour essayer d'attaquer cette décision de la FF pour la non-signature, la non-validation de l'enregistrement de Olmo. Il y a toujours des possibilités, c'est le droit, c'est des interprétations, c'est un peu plus compliqué, mais le Barça pense que le droit est de son côté et il va continuer à explorer d'autres recours. En cas d'échec, Amadou, le Barça peut faire appel auprès du tribunal administratif du sport espagnol, CSD, ou des tribunaux ordinaires. Donc, il peut faire appel, le Barça, même s'il ne gagne pas gain de cause de l'autre côté. Non, moi, j'en suis sûr qu'ils vont le faire parce que c'est comme si c'est un gros défi, c'est comme si déjà... Il y a beaucoup de projets qui se reposent sur ce joueur Olmo. C'est comme si... Il y a une question de fierté en même temps. De fierté et tout ça. Il y a beaucoup de choses qu'ils ont compris quand ce joueur vient dans ce club.
il peut les apporter des surprises même dans le jeu. Je viens de le réitérer. C'est une équipe qui est en phase de reconstruction. Et mettre une équipe en place qui est comme le Barça, l'équipe va retrouver déjà son ADN d'avant. Ça va être très compliqué. Il faut des joueurs de qualité. Ça va prendre assez de temps. Ils vont passer par tous les moyens pour le recruter. Moi, là où j'ai vu, ils ont même vendu des places VIP. C'est là où j'ai compris le Barça est prêt à passer par tous les moyens. Mais il vient de signaler un aspect qui est extrêmement important. Il y a des antérieurs. C'est comme si entre le Barça et le PSG, ça se sent déjà, vous avez compris, voilà ce qui s'est passé avec les départs. Il y a un pacte entre le PSG et bien sûr le Barça. Voilà, et tout ça avec la fédération. Moi, je me dis, il y a trop de bisbis, c'est un peu compliqué. On sent que c'est des matchs retour, on peut le dire ainsi, des matchs retour sur le plan administratif qu'on est en train de voir, mais c'est compliqué pour le Barça. Déjà, les procédures, ça va prendre assez de temps. Ça peut même coïncider à la saison à venir. Même s'ils engagent des procédures juridiques, ça peut prendre un peu de temps. C'est des procédures. Est-ce qu'ils ne sont pas en train de fatiguer le Barça pour ne pas que le Barça arrive à avoir ce joueur cette saison? Moi, je pense bien, j'attends bien Olmo peut-être la saison à venir. Alors, on va parler maintenant du PSG et Olmo. Luis Enrique, je cherchais un faux neuf. Il peut l'avoir avec Dani Olmo, bien sûr, qui est polyvalent, qui joue sur les côtés, qui peut être un faux neuf, qui peut aussi jouer sur 10. C'est un joueur qui a les qualités que Luis Enrique recherche. Oui, c'est un joueur qu'il connaît déjà. Il l'a eu avec l'équipe nationale, donc il le connaît très bien. Ça peut être une bonne option pour lui si toutefois le recours du côté du Barça n'aboutisse pas. Mais écoutez, Dani Olmo semble attaché au Barça. Ce matin, je voyais Sport signer que Olmo a dit quoi qu'il arrive, il serait prêt à attendre, il n'écouterait aucune offre. Mais bon, c'est le football, ça va très vite, et parfois on peut choisir une option pour des raisons peut-être sportives et non pour des raisons du cœur. Il aime beaucoup le Barça, il est formé dans ce club, son papa y est toujours, sa famille, mais à un moment donné, s'il trouve que ça ne peut pas marcher en termes d'inscription avec le Barça, il peut choisir une autre option, mais ça serait un camouflet pour le Barça s'il partait au PSG. Et le PSG va attendre, hein, parce qu'il y a un pacte de non-agression qui existe entre Luis Enrique et Deco. Bien sûr, ce pacte-là, s'il est respecté, le PSG ne va pas signer Dani Olmo jusqu'à l'autorisation du Barça. Il y a un pacte. En fait, Luis Enrique peut se dire, il est un ancien du Barça, ancien entraîneur, ancien joueur. Il peut se dire qu'il ne va pas mettre à mal le Barça. Mais le PSG, et surtout Nasser, il n'attend que ça, faire du mal au Barça. Il en a fait une, deux, trois reprises. Donc, il serait prêt à refaire la même chose, à refaire le même coup. Mais pour le moment, il faut dire que le Barça tient la corde pour ce qui est d'Olmo. Ils pensent qu'ils ont la manne nécessaire et le droit est de leur côté pour son inscription. Et pour le moment, Olmo y croit. Son agent y croit. Et maintenant, peut-être dans une semaine, ça peut changer. Ils ont jusqu'au 31 janvier pour changer la donne afin de valider l'inscription d'Olmo. Attends, 60 millions d'euros environ, l'option du prêt est certainement la plus avantageuse à ce jour pour les deux camps. Le Barça l'achète à 50 millions d'euros. L'argent total n'est pas encore payé à Leipzig. Et de l'autre côté, ils le revendent à 60 millions d'euros. C'est rentable tout de même. Ouais, c'est rentable. C'est du business gagnant-gagnant. C'est des contrats qui sont très bien étudiés, très bien ficelés aussi par des experts. Voilà, c'est pas comme ailleurs. Voilà. Je pense qu'ils ont très bien diagnostiqué les choses à un moment où le Barça a besoin d'engranger financièrement parce qu'ils ont besoin d'acheter des joueurs. On avait un certain moment, ils traversaient des moments quand même, ils étaient dans la galère totale, on peut le dire ainsi, pour l'achat des joueurs. Cette fois-ci, ils ont très bien travaillé sur ce dossier. Aussi important pour l'autre club aussi. Moi, je pense que dans tout ça, le plus important est que le joueur arrive à venir au Barça. Ça va leur augmenter d'abord en matière de visibilité, l'accès au stade et tout ça, c'est de la com. Parce que avant que le joueur n'arrive d'abord, le joueur a eu beaucoup de cotes. C'est comme surtout voilà, lors de l'Euro en Allemagne, il avait explosé. Il avait explosé. C'est le meilleur joueur. Hein. Exactement. Oui. Mais aujourd'hui même, son transfert là, il y a trop de communication là-dessus en matière de cote, en matière de visibilité, marketing. Ça va beaucoup arranger le Barça. Vous imaginez aujourd'hui, on dit on va accueillir Olmo dans le stade. Ça, c'est de l'argent. Ouais. Son pré-match, c'est comme l'accueil de Kylian Mbappé au Real. Ouais. C'était une fête, il y avait même des sponsors. Donc c'est de la com, c'est du business. Ils vont tergiverser, certes, oui, mais la communication, elle est en train de progresser. Mais vous imaginez si le Barça venait, ils achètent Olmo comme ça facilement, ça partait. C'est bon pour eux, mais en matière de communication, il y aura un peu de réticence. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ce projet va être quand même très compliqué. Ça va être très long.
pour le Barça, ça ne va pas être aisé pour eux, mais je pense que j'attends beaucoup Olmo la saison à venir. Je tergiverse encore, je sais ce que je suis en train de dire. En matière de diplomatie, la France, en Europe, ils sont en avance par rapport aux autres. Donc, ça ne va pas être aisé. Et déjà, des antécédents entre les deux clubs et tout ça, c'est vraiment complexe. La situation de Olmo risque de déséquilibrer le Barça psychologiquement, surtout au niveau de la direction. Il ne faut pas tout miser aussi, tout se concentrer sur Olmo. Il faut penser à des joueurs qui explosent. Mais c'est des défis. En tout cas, le monde a mal pour Dani Olmo. On espère qu'il va trouver une solution rapidement, rester au Barça ou partir en tout cas. On espère qu'il va continuer à faire rêver, à faire des choses extraordinaires comme il a l'habitude de le faire. Sans transition, nous allons filer en Angleterre, en Premier League et parler de Sky Blues. On n'ira pas jusqu'à écrire que Manchester City est guéri, mais l'équipe de Pep Guardiola va un peu mieux, c'est certain, à un peu plus de 2 semaines de ce déplacement capital sur la pelouse du PSG en Ligue des Champions. Les Sky Blues essayent de se refaire une santé en championnat. En tout cas, on l'avait dit sur ce plateau que Manchester City est passé à côté de sa saison. Mais John, cette équipe est en train de se réveiller petit à petit. Pourquoi pas dire qu'elle s'est réveillée en championnat? Oui, il faut dire qu'on avait... Certains l'avaient totalement enterré la saison de Man City. Mais le football, ça va très vite. Il suffit deux victoires pour changer la donne. Donc, City, après pratiquement 10 journées sans s'imposer, ils ont réussi à enchaîner en 2 journées. En tout cas, pour ce qui est du Boxing Day, c'est ce qu'on disait tout de suite. C'est comme si eux, ils attendaient ça pour se réveiller. En 2 journées, ils en ont eu deux victoires. Donc, c'est comme si ils sont en train de se reprendre petit à petit. Mais le mal était très profond. Ça ne peut pas changer d'une journée à une autre. Le changement va être graduel en fonction des rencontres. Ils en ont engrangé 2 victoires, peut-être une 3e, peut-être une 4e. Et là, on va commencer à dire que le Man City est de retour. Surtout qu'en haut, les tenants de la barque commencent à stagner. Peut-être que c'est une renaissance, peut-être qu'on va relancer totalement le championnat et une deuxième partie de la saison va être beaucoup plus importante, surtout que Guardiola envisage de prendre un 6 de métier pour étoffer son équipe. Pourquoi pas? Peut-être que la saison est relancée en Angleterre. En tout cas, Amadou, Manchester City, c'est 12 défaites en 12 matchs. On pouvait dire que cette équipe est carrément tombée très bas, mais depuis quelques semaines, cette équipe est en train de monter en puissance. Il y a eu d'abord cette victoire contre Leicester sur le score 2-0. Après, il y a eu cette masterclass contre West Ham, 4-1. Cette équipe est revenue, tout de même, on peut le dire, en championnat. Manchester City, c'est une équipe à rouleau compresseur énorme et on est en train de ressentir le réveil de ce nouveau rouleau compresseur-là. Ben oui, bien sûr. Écoutez, il y a de la crème dans le championnat anglais. On a tout le temps dit de longue haleine dans nos différentes émissions. On tergiverse là-dessus, on met un accent particulier sur la complication de ce championnat qui est franchement très complexe parce que déjà pour être champion, et même la dernière journée, personne ne peut te dire que c'est elle qui va être champion. C'est ce qui fait la beauté de ce championnat anglais. Vous imaginez à un certain moment, on avait pensé que avant le départ de l'entraîneur qui était avec Liverpool, tout le monde avait pensé que voilà, c'était fini pour Liverpool. Vous avez vu Liverpool, comment Liverpool est en train de progresser. Man City, auparavant, qu'on avait pensé qu'ils sont imbattables. Mais aujourd'hui, Man City qui cherche à se réveiller. C'est un championnat où il n'y a pas de logique. À chaque instant, ça peut basculer. C'est ce qui a fait la beauté de ce championnat. Alors, parlant de cette formation Citizen, moi, l'avant-dernier match, j'ai vu cette formation jouer. J'ai senti qu'il y a quelques atouts toujours qui restent dans ce club. Parce qu'il y a les joueurs clés déjà qui sont là au niveau de ces postes, qui sont capables de créer la différence. Il n'y a pas eu trop de changements, il n'y a pas eu trop de chamboulements, il n'y a pas eu trop de perturbations financièrement. Et sur le plan administratif, ils sont tranquilles. Parce que voici des choses qui perturbent un peu un club. C'est sur le plan administratif ou sur le plan ou financièrement. Mais si c'est le même entraîneur qui est là, les mêmes joueurs clés, ils ont un neuf qui est capable de créer la différence. Moi, je pense qu'il fallait juste se réveiller. Parce qu'à un certain moment, ils avaient pensé qu'ils étaient à l'extrême du football mondial. Ouais. Gagner les matchs facilement, venir à la Ligue des Champions. Heureusement, ils ont été
stoppés par le Real. Le Real, ils ont montré que voilà, vous êtes maintenant franchissable, vous êtes battable. Après, dans le championnat, ils avaient pensé que tout était facile. Même nous, on le disait, c'était facile pour City. Mais avec tant de clubs qui sont de retour, des jeunes joueurs qui sont venus dans le championnat et tout ça, aujourd'hui, on les a juste réveillés. Moi, je vous dis, on les a juste réveillés. Il y a une prise de conscience maintenant à l'interne. Et moi, j'en suis sûr que cet entraîneur, il va faire très, très mal. C'est Pep Guardiola, il est capable de tout, il a des ingrédients, il a des atouts. Et l'effectif aussi, ils ont des arguments très solides à nous faire valoir. Et sur le plan tactique, déjà, il a un projet en place. Il fallait juste sortir dans l'excès de confiance. Et maintenant, ils sont sortis dans l'excès de confiance. Il y a de l'efficacité. Et Erling Haaland est en train de revenir en super forme. En super forme. Et on va parler d'un autre joueur. John, les Citizens peuvent s'appuyer sur leur homme en forme, Savinho, qui marque contre Newcastle, qui a marqué aussi contre Leicester, qui pour le moment est le joueur le plus coté à Manchester City. Oui, si on peut parler de la trouvaille de Guardiola après la crise, c'est lui, c'est lui le véritable changement. Il était blessé, il est revenu, mais il a fait changer de couloir. C'est un ailier gauche qui jouait sur l'aile droit. Mais depuis en tout cas les deux matchs, les deux victoires là, il l'a ramené sur le côté gauche. Et là, quand il dribble, il centre directement pour Haaland, qui lui est un tueur devant la surface dans la surface de réparation. Donc c'est le véritable changement dans le dispositif tactique de Guardiola. Et pour le moment, il donne satisfaction. En 2 matchs, il a fait 2 passes décisives, il en a marqué un but. Donc il a provoqué aussi un but contre son camp lors du dernier match. Donc Savinho est en train de se réveiller. C'est un joueur qui donne plus de passes décisives qu'il marque. C'est ce qu'il a fait avec Zéron la saison dernière, avec 12 passes décisives, 10 buts. Et cette saison, il commence à se réveiller. Il faut dire que le début de saison était très difficile. Mais là, il se réveille. Il ne faut pas beaucoup applaudir aussi, hein, parce qu'on le sait, il n'est pas très difficile de marquer des buts à West Ham en ce moment. On l'avait vu le week-end dernier avec le carton de Liverpool au London Stadium 5-0. West Ham n'est pas à 100% actuellement. Donc, ce n'est pas le West Ham c'est pas le West Ham de l'année passée. Oui, ce n'est pas le West Ham de l'année passée, mais ce n'est pas non plus le City des années antérieures. Pour une équipe qui a enchaîné autant de revers, se réveiller à temps, peu importe l'adversaire, si ça gagne, c'est ce qui ramène la confiance. Ce City-là n'a pas besoin de bien jouer maintenant. Ce City avait besoin de victoire, c'est ce qu'ils ont eu dans cette rencontre. On va continuer cette émission, on va rester en Première Ligue en Angleterre, on va filer à Liverpool. Ce n'est finalement pas la 20e journée de Première Ligue pour ouvrir l'année 2025 en Angleterre qui a permis à Liverpool de distancer ses poursuivants après les contre-performances samedi de Chelsea 1-1 contre Crystal Palace et surtout Arsenal, un but partout à Brighton. Le grand leader du classement a partagé les points avec Manchester United lors du Derby of England programmé dimanche après-midi à Anfield, de buts partout. Tout est possible maintenant dans ce championnat, Amadou. Ouais, tout est possible, tout est possible. J'ai beaucoup tergiversé sur cette formation de Liverpool parce qu'au niveau de la ligne offensive, ces garçons qui sont en train de faire, c'est un bien fou. Il y a des attaquants individuellement qui sont en train de mouiller les chaussettes, même si on annonce le départ de Mo Salah et tant d'autres, mais attaquants comme Kakpo. Et moi, je me dis, il y a de la potentialité sur le plan individuel. Il y a de la fraîcheur physique au niveau du milieu de terrain. C'est qu'ils les avaient manqué parce qu'ils sont partis recruter Naby Keita, ils ont recruté tant d'autres. Au niveau du milieu de terrain, ça ne répondait pas. Aujourd'hui, ils ont des milieux de terrain qui répondent sur le plan physique, sur le plan de la récupération. On sait qu'ils les avaient manqués. Défensivement, ils avaient beaucoup de problèmes. Mais aujourd'hui, défensivement, cette formation de Liverpool, franchement, il y a de la qualité. Dans chaque poste, on sent que franchement, il y a des atouts. Maintenant, l'entraîneur, il a compris, il a mis un projet en place. Je pense que l'attaquant phare s'est réveillé. Aujourd'hui, Liverpool, il n'y a pas de fausse note. Voilà, c'est un club qui est en train de mettre en suspense le championnat anglais parce que le passage était libéré complètement pour City. Aujourd'hui, il y a quelques obstacles. Il y a Liverpool qui est là, qui risque franchement de les fatiguer, qui risque de mettre le championnat en suspense. Moi, je me dis, ils ont quand même relancé encore le championnat. À chaque instance, le championnat anglais, c'est le seul championnat qui est en train de faire passer à côté beaucoup de chroniqueurs. Parce que là, c'est très difficile de pronostiquer. Vous étiez en train de parler de West Ham. Le West Ham n'est pas rétaffé. Attention, un club en Angleterre qui n'est pas en super forme peut te battre le club qui occupe la tête. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a du football. Ça joue, il y a de la crème dans le jeu. Attention, il y a un moment où le 3e ou le 4e d'Espagne aussi pouvait battre le 2e ou le 1er en Angleterre. Ça se fait, ça se passe comme ça, le football. C'est un peu rare quand on voit le Barça jouer ou en tout cas le Barça
le Real joue avec les clubs qui sont en bas du tableau. Sauf si tu es fan du club ou bien tu es parieur, vers la fin, tu vas te régaler avec un score fleuve. Ouais. Mais il y a des clubs comme Bournemouth qui te jouent des matchs contre Liverpool. C'était de la folie où tout le monde est incité, tout le monde est agité. C'est l'ADN de ce championnat. Liverpool, ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, c'est extrêmement important. Mais là, c'est où le véritable problème? C'est peut-être ça peut être en Ligue des Champions. Ces derniers temps, ils ont tout le temps un club qui fatigue le club espagnol. Il n'y a que deux championnats, c'est le championnat espagnol et le championnat anglais. Moi, je pense qu'avec Liverpool, ce qu'ils sont en train de faire, moi, je ne suis pas sidéré. Il y a de la matière dans cette équipe. Alors Jean, peut-être la dernière question. Les Reds comptent toujours 6 points d'avance sur les Gunners et 10 sur les Blues et qui se sont écroulés lors de la période défaite. On peut dire que ce championnat, il est joué. Même s'il n'est pas joué, je crois que Liverpool d'abord n'a pas perdu le championnat pendant ces Boxing Day. On dit qu'on ne gagne pas le championnat pendant les Boxing Day, mais on peut le perdre. Il faut dire qu'ils ne l'ont pas perdu parce qu'ils ont réussi à maintenir la distance qui existait entre eux et leur poursuivant direct qui est Arsenal, alors qu'ils ont un match en moins. Donc ils peuvent aller au-delà des 6 points, ils peuvent espérer avoir 9 points et qui les distancerait d'Arsenal. Mais bon, ce Liverpool cette année me semble injouable. Et que ce soit en Champions League ou en championnat, ils ont les ressorts pour s'en sortir dans des matchs. Ce match nul, la personne ne l'attendait contre Manchester United tout de même. Oui, sauf que c'est le plus grand rival de Liverpool en championnat. En fait, c'est la plus grande rivalité du championnat d'Angleterre. Les gens ont tendance à l'oublier. Ce sont les deux clubs les plus titrés du championnat. Donc 19 titres d'un côté comme de l'autre, et Manchester United n'aimerait pas voir Liverpool reprendre de l'avant sur eux. C'est ce qui semble se faire, c'est ce qui se profile en fin de saison, en tout cas pour ce qui est de la saison en cours. Mais Manchester United, c'était l'occasion pour eux de se relancer. Pour revenir à ce Liverpool-là, c'est une équipe à la fois expérimentée, jeune aussi. Donc au niveau du milieu de terrain, il y a beaucoup de jeunesse. Au niveau de la défense, il y a à la fois de la jeunesse et de l'expérience avec Van Dijk. L'entraîneur qui réussit très bien la transition. En attaque, il y a de la jeunesse, donc avec les Gakpo et les Diaz, mais il y a aussi de l'expérience avec Salah. Donc il y a un mélange de tout qui les permet de s'en sortir dans des matchs très difficiles, et un entraîneur qui a réussi à déjouer tous les pronostics. Et moi, je ne le voyais pas réussir dès sa première saison. Il a réussi à faire mieux. Il est en train de faire mieux que Klopp à ses débuts. Il fait mieux en championnat et il fait aussi mieux en Ligue des Champions. Klopp, il lui a fallu 4 saisons pour construire son équipe. Et lui, il est là que depuis quelques mois, il est en train de fabriquer une équipe monstre. Il a eu la chance. Il a vérité quand même de l'équipe de Klopp. De Klopp. Même si ça ne marchait pas avec Klopp. Surtout au niveau du milieu de terrain, il y avait un joueur là dont j'ignore son nom. C'est grave. En fait, c'est au milieu de terrain. Au milieu de terrain plutôt, le changement, le véritable changement qu'il a apporté, c'est Gravenberch, qui était un attaquant, qu'il a converti à milieu 6 et ça réussit très bien. Ça réussit parce qu'au niveau du milieu même, il y avait un joueur qui faisait tout le temps jouer à la place de Naby Keita, très jeune, qu'on disait, mais aujourd'hui, c'est lui le véritable leader. En tout cas, il a l'ancien du Bayern et du Barça. Ouais, exactement. Et Thiago. Ouais, mais Thiago a pris sa retraite. Ouais, Thiago Alcantara et Thiago a pris sa retraite. C'était les mêmes profils, mais les joueurs comme Zoboslai, voilà, ils sont venus quand même relooker un peu. En tout cas, l'entraîneur qui était là, il a préparé. Et c'est lui qui est venu aussi, il a su. Mais la dernière saison, il était en difficulté. Ouais, c'était en difficulté, c'était en phase de remaniement. On va s'arrêter là. En prochaine rencontre pour ces 3 candidats au titre, Liverpool défiera Nottingham. Le troisième surprise, bien sûr, Arsenal devra faire avec son derby contre Tottenham à l'Emirates et Chelsea recevra Bournemouth. On s'arrête là pour l'émission Tour d'Europe, mais avant de vous quitter, nous allons faire le tour de la table avec les cartons. On va commencer par vous, Amadou, rapidement. Moi, je donne carton vert à la Confédération africaine de football. Déjà, vous savez, au niveau des accréditations, c'était déjà fermé, c'était clos le 18 décembre. Voilà. Aujourd'hui, ils ont pu quand même réouvrir l'accès pour être accrédité jusqu'au jeudi. Donc, j'attire l'attention à la presse sportive guinéenne de partir et s'accréditer pour le CHAN, CAF Media Channel et tout ça. Ça y va dans l'intérêt de la nation parce que la Guinée s'est qualifiée. On souhaite franchement bonne chance et on remercie franchement la Confédération africaine de football. Allez-y. Moi, j'ai un carton jaune foncé, très foncé, contre Deco, qui est le directeur sportif du Barça en ce moment. Et pendant que le Barça traverse des moments difficiles, lui, il est tranquille, il est en congé, il est en vacances déjà, dans son Brésil natal. Le Barça se galère en ce moment pour inscrire des joueurs.
Je ne vais pas aller sur la lancée de Diamant. Moi, je donne un carton vert comme d'habitude à la technique, à l'ensemble de la technique, bien sûr, la régie et bien sûr notre sponsor. Aujourd'hui, on n'a pas reçu M. Camara et de l'autre côté, M. So. Et notre carton vert à Michel Ouamouno, notre réalisateur. On se retrouve le jeudi dans l'émission World Sport avec Amadou Mazor Diallo. Bonsoir.